Merci à vous, Sarah Cissé. Mesdames et messieurs, rebonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de votre magazine Soir d'Info. Et comme annoncé tout à l'heure, nous recevons M. Mamadou Thior, il est journaliste, analyste politique. Bonjour M. Thior. Oui, bonjour, cher. Alors, on est, disons, à la veille des élections à venir. C'est en janvier 2022. Mais déjà, au niveau des écuries, on voit que des unions sont en train de se sceller. Il y a aussi des désunions qui sont à noter. Alors, cela vous inspire quoi? Oui, il faut dire qu'après avoir salué tous ceux qui nous regardent, au niveau des écuries politiques, l'heure fatidique s'approche parce qu'on va bientôt vers le dépôt des listes. Et c'est là où on saura qui est qui et qui va compétir dans quelle localité. Et c'est là où les masques vont tomber. Et c'est là où on verra ce qu'il en sera de ces coalitions-là. Donc ils ont encore quelques jours pour se déterminer parce que c'est à la fin de ce mois d'octobre. Et le dépôt se fera jusqu'à normalement la mi-novembre. Et là, surtout que ça soit du côté de la majorité Benno Bokk Yakaar, mais les trois coalitions jusque-là affirmées au sein de l'opposition, Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal et la grande coalition de Bougane. Donc, et peut-être les autres candidats indépendants, ça saura à quelle sauce il va être mangé ou elle va être mangée parce que il y a les candidatures féminines qui sont en train d'être encouragées par-ci, par-là, par le caucus des femmes leaders. Donc, on est dans une période un peu de fragilité parce que vous voyez, en termes de négociation au sein de ces coalitions-là, il y a déjà des frictions, c'est normal. Clairement, ouais, donc, clairement. Ce qui fait que nous allons vers cette décade-là, ces 10 jours qui nous séparent de la fin du mois de novembre. Ça va être très intéressant d'observer ce qui va se passer. Et même, on constate déjà qu'il y a, disons, des coalitions contre nature avec, disons, des partis politiques qui n'ont pas pratiquement la même philosophie. Oui, mais ça, on assiste à ça depuis plusieurs années. Vous savez, la première alternance en 2000, ceux qui étaient de gauche, vous savez, qui sont des faiseurs de roi, il faut le dire. Le regretté Ahmad Dansokho, qui a joué un grand rôle, les Abdoulaye Bathily, les Landing Savané étaient allés chercher Wade à Paris pour en faire le candidat gagnant face à Abdou Diouf. Et en 2012 aussi, vous avez vu un peu, je caricature un peu le Soupou Kandia qui a accompagné l'élection de Macky Sall en 2012 et en 2019, bis repetita. Donc les idéologies politiques n'ont plus leur sens quand on voit un peu ces coalitions-là. Alors là, tout dépend des circonstances du moment. Oui, et souvent c'est dommage que les gens ne prêtent pas attention à l'idéologie. Parce que tout près de chez nous, le Cap-Vert vient de nous donner l'exemple. Ouais. Vous savez, là-bas, il y a deux grands partis qui dominent le paysage politique. Le MPD, qui est le parti du président sortant, qui a fait ses 2 mandats et qui va quitter, Georges Carlos Fonseca, et le PAIGC, dont le candidat a été élu. Donc, qu'est-ce qui se passe au Cap-Vert? Il y a d'autres candidats, parce qu'il y avait 7 candidats pour cette élection. Mais les électeurs capverdiens ont fait en sorte d'imposer un peu cette bipolarité. Au plan politique, qui fait que, bon, les suffrages se jouent entre MPD et PAICV. Et je peux donner le cas du Nigeria aussi, le cas des États-Unis. Les gens souvent disent oui, c'est mauvais pour la démocratie parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Mais ce n'est pas que les autres partis n'existent pas. Mais c'est les électeurs qui ont fait en sorte que ça se joue entre démocrates et les républicains aux États-Unis et un peu entre MPD et PAICV. Et souvent dans beaucoup d'autres pays, on sait que ça ne fait pas de mal, mais ça respecte un peu l'idéologie à laquelle vous faisiez allusion. Peut-être que certains vous diront que les contextes diffèrent. Le Cap-Vert, le Nigeria, ce n'est pas encore le Sénégal, vu les réalités socioculturelles. Non, je veux dire, nous pouvons rêver au Sénégal d'arriver à faire en sorte qu'il y ait 2 pôles forts qui se disputent le pouvoir. Parce que là, au moins, on peut arriver à voir clair au niveau des électeurs. Parce que s'il y a un pôle fort qui peut se définir comme gauche, je caricature en disant gauche, et il y a un autre pôle fort qui peut être appelé droite, les gens peuvent faire en sorte que, bon, tous les 5 ans, l'élection présidentielle c'est tous les 5 ans, le parti la coalition de gauche ou le parti de gauche remporte les élections, ou bien tous les 10 ans, comme ça se fait au Cap-Vert, parce qu'on a vu que depuis 1991, les alternances, c'est tous les 10 ans. Ouais. Donc, soit le MPD règne pendant 10 ans, et à la fin des 10 ans, les électeurs décident que c'est le PAICV qui va arriver au pouvoir. Ce qui fait que, bon, ça crée un renouveau démocratique, parce que
moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'aujourd'hui, la démocratie, quand vous faites plus de 10 ans au pouvoir, vous commencez à lasser, quelles que soient vos réalisations. Et vous voyez même dans certains pays, les 2 mandats, c'est 8 ans. Parce que quand on est travailleur, on n'a pas besoin de durer au pouvoir pour montrer ce dont on est capable. En 4 ans de mandat, 5 ans maximum, on doit être capable de laisser son empreinte. Parfaitement, parfaitement. Mais maintenant, pour en revenir aux réalités locales, je le disais tantôt, nous sommes à la veille des locales. Déjà, au niveau des écuries, on commence petit à petit, en tout cas, à faire bouger les choses. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un ultimatum qui est déjà là, qui oblige à chacun, en tout cas, de sortir la liste des potentiels candidats donc, pour les locales à venir. Mais le constat, c'est qu'il y a énormément de difficultés, aussi bien au sein de la coalition de l'opposition, mais aussi au sein de la coalition du parti au pouvoir. Et c'est normal parce que, vous savez, je pense que les élections locales, c'est-à-dire les élections municipales et départementales, devaient être les élections où chaque parti devait être obligé à aller sous sa propre bannière. Parce que s'ils ne le font pas pour ce genre d'élection, mais pour quelle élection ils vont le faire? Parce que les coalitions ont plus leur sens pour des élections législatives et encore pour la présidentielle. Mais on est arrivé à imposer en fait des partis qui n'existent qu'au sein des coalitions, qui ne vont jamais compétir. Et ça la raison de nos partis politiques, c'est quand même aller chercher le suffrage pour qu'on puisse savoir ce que pèse ce parti-là. Mais il y a des partis qui existent depuis 2000, qui n'ont jamais participé à une élection sous leur bannière. Ça, c'est un problème. Donc, il faut, je pense que c'est l'occasion, une belle occasion d'obliger tout le monde à aller à la soupe pour voir qui est qui. Comme on a fait avec les syndicats au niveau de la représentativité. Oui, parce que c'est important. Aller dans ce sens. Parce que ce qui frustre un peu au niveau des coalitions, on ne sait pas ce que pèse chacun. Et ça aussi, quand par exemple le Parti socialiste sait ce qu'il pèse et vous voulez le mettre sur le même piédestal qu'un parti qui n'a jamais participé à des élections, mais les socialistes, ça pose problème. Et d'ailleurs, il me semble que Aminata Mbengue Ndiaye, dit-on, devrait en principe déposer la caution du Parti socialiste. Oui, on l'avait dit, mais aux dernières nouvelles, il semblerait qu'ils sont revenus, le Parti socialiste est revenu à la meilleure santé. Inéluctablement, ça va vers l'implosion dans la coalition. Que ça soit Benno, que ça soit Yewwi Askan Wi, que ça soit Wallu, attendons-nous à des frictions, même des départs ou des listes parallèles. Parce que là, on est là sur le qui-vive jusqu'à la dernière minute. Oui, jusqu'à là, les négociations vont être âpres. Parce que, soit de deux choses, l'une, on peut partir des élections de 2014, parce que c'est les dernières élections municipales. Est-ce que, par exemple, les mairies que tiennent le Parti socialiste, les mairies que tiennent l'APR, je veux dire, les gens qui appartiennent à l'APR, le Parti socialiste, l'AFP, est-ce que ces mairies-là, pour ces élections de 2022, on va leur laisser leur candidat? C'est là où se situe la difficulté. C'est là où se situe la difficulté. Mais ça, c'est déjà une base de travail. Parce que quand même, si vous voulez, par exemple, je donne à titre d'exemple, les mairies que le Parti social a gagné, vous voulez leur ôter à Wilane, par exemple, à Kaffrine, à la place d'Ablaye Sow. Oui, ça va créer beaucoup de problèmes. Forcément. Et ça risque de faire imploser. Mais maintenant, que sera le modus operandi? Bon, ça, c'est comme ils disent, le chef suprême de la coalition qui va décider. Au niveau des Yewwi Askan Wi, vous prenez un parti comme le PASTEF. PASTEF, il y a la tentation de vouloir s'affirmer. Parce que quand même, en 2019, lors de la présidentielle, le candidat Ousmane Sonko avait fait 15%. Et depuis lors, il y a eu beaucoup de chamboulements. C'est tout ce qui s'est passé. Et au niveau de leurs amis du pouvoir, je le dis en caricaturant, donc ils continuent à dire que bon, c'est un parti de réseaux sociaux. Qu'en est-il? Est-ce que ils ont toujours cette représentativité? Parce que 15%, ce n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Est-ce que, bon, pour les élections municipales, ils peuvent faire mieux? Ça aussi, c'est un peu cette tentation-là qui habite les pastéfiens. Ils voudraient peut-être voir un peu, entre-temps, depuis 2019, en 3 ans, est-ce que le parti s'est bonifié? Et ça aussi, l'occasion est belle avec ces élections locales-là, pour que les leaders locaux puissent s'affirmer. Parce que ça, c'est en direction de 2024 qui est la mère des batailles pour ce parti-là. Vous prenez Tahaoud Khalifa Sall qui a fait la razzia au niveau du département de Dakar. Sur les 19 communes, les 16 ont été remportées par des proches de Khalifa. Bon, malheureusement, entre-temps, il y a eu beaucoup de transhumants. Donc la moitié sont partis rejoindre Benno Bokk Yakaar. Mais Khalifa reste Khalifa reste quand même maître à Dakar.
Est-ce qu'il a toujours la même aura? Ça aussi, les gens de Taxawu Dakar voudraient un peu profiter de ces élections-là. Et c'est pourquoi les négociations à Dakar ne sont pas faciles. Parce que quand vous voyez Barthélémy Dias ne fait pas mystère de sa volonté de diriger la mairie de Dakar, alors que l'actuelle occupante, qui est une dame, veut aussi remplir. Ça aussi, c'est un problème à régler. C'est parti pour des problèmes en voilà, et Pastef est en embuscade parce que en 2019, il avait fait un bon score. Parce que Pastef est arrivé dans plusieurs régions du Sénégal, dont Dakar. Pastef, Ousmane Sonko, s'était classé deuxième derrière le candidat Macky Sall. Donc tout ça ne facilite pas les choses. Alors, surtout que c'est facile à changer, il s'agit d'un suffrage direct. Ce sont les populations qui vont voter directement pour ces candidats, disons, au local. Oui, et ça aussi, c'est un grand changement. Parce que ce qui s'est passé auparavant, vous pouvez vous fondre dans la liste, à la 19e, même à la dernière place, et le jour du vote, devenir le maire. On se rappelle, moi je le rappelle souvent, en 2009, ça avait joué. Par exemple, un candidat comme Karim Wade, qui était dans la liste de Dakar, l'opposition d'alors, les Macky Sall et autres, en avaient fait leur thème de campagne. Que si, par exemple, s'il passe, c'est lui qui sera le maire de Dakar. Et en direction 2012, c'est un point de gagné. Donc, à l'époque, c'était possible. Maintenant, ce n'est plus possible. La tête de liste, et c'est là où les choix doivent être judicieux. Parce que si, dans une localité, si, par exemple, je donne l'exemple, si Khalifa a gagné, et parce qu'en partant de cette base-là, vous vous dites, forcément dans cette localité-là, le candidat doit provenir de Taxawu, et qu'on se rende compte que le candidat choisi n'est pas le meilleur candidat. Là aussi, c'est un autre problème à régler. C'est un dilemme. C'est des ajustements qu'il faut opérer par-ci, par-là. Alors, à votre avis, quels devraient être, disons, les critères objectifs de choix de ces candidats? Mais les critères objectifs, vous savez, c'est se baser sur les élections les élections qui sont passées dernièrement, que ce soit la présidentielle, que ce soit les législatives, que ce soit même les municipales de 2014. Parce qu'il y a déjà une base. Voir un peu la progression, les composantes de chaque coalition, voir un peu ce que pèse, parce que ça, avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui, il y a des possibilités de faire un peu des calculs par-ci par-là pour voir un peu à peu près, avec quelques marges d'erreur bien sûr, ce que peut peser ça. Parce que ça peut aider un peu dans le choix même des hommes et femmes qui vont diriger ces listes-là dans chaque localité. Parce que quand vous mettez les composants de la réalité de chaque coalition devant certaines réalités, forcément vous pouvez arriver à leur convaincre. Et c'est là où je pense que les leaders de ces coalitions-là, que ce soit Yewwi, Khalifa, Ousmane Sonko, on n'en parle pas beaucoup, le pur Moustapha Sy qui est représenté. Et du côté du pouvoir, Macky Sall et ses alliés, Parti Socialiste, Moustapha Niasse et autres. Les Bougane de l'autre côté et Wallu Sénégal Abdoulaye Wade, qui est toujours un animal politique avec sa coalition. Redoutable, on verra. Parce que est-ce que le PDS pèse ce qu'il pesait? Ça, c'est la grande question. Quand un parti ne participe pas à une élection... Quand on parle de c'est au vu, disons, de son vécu, des stratégies. Mais ce qui s'est passé, le fait que le PDS n'ait pas pris part à l'élection présidentielle, ça a beaucoup joué. Parce que c'est un parti qui était habitué à prendre part aux différentes joutes électorales. N'y a-t-il pas, à votre avis, un certain rapprochement entre le Parti démocratique sénégalais et... Ça, on en parle. Il ne faut pas l'exclure, parce que Wade avait dit à tout le monde, on l'a tous entendu, que l'ambition, c'est que les libéraux règnent pendant 50 ans, comme les socialistes d'ailleurs. Donc là, en 2024... Il n'y a rien d'impossible, d'autant plus qu'on a vu Idrissa Seck revenir. Oui, revenir, et c'est là où il ne faut rien exclure. Les gens, par exemple, dernièrement, quand le président Macky Sall se rendait à Doha, les gens susurraient qu'il se pourrait qu'il y ait une rencontre secrète avec Karim, qui est de ce côté-là. Qu'en est-il réellement? Parce que vous savez, le pouvoir a ses secrets. Donc il ne faut absolument rien exclure. Parce que vous savez, avec la situation de Karim, qui ne peut pas pour l'instant revenir au pays. Donc tout ça, c'est des négociations. Et Abdoulaye, pour qui le connaît, il est redoutable en termes de négociations. Et on sait que bon, il tient quand même à ce que son fils puisse prendre les rênes de ce parti-là. Il n'en fait pas mystère depuis qu'il a quitté le pouvoir. Mais est-ce que le PDS, parce qu'il y a eu beaucoup de départs, est-ce que le PDS n'est pas un parti diminué? Parce que ça aussi, bien qu'ils se sont bien comportés lors des élections législatives de 2017, avec un groupe parlementaire d'ailleurs, mais leur absence lors de la présidentielle
a fait beaucoup de mal à ce parti-là. Alors donc on aussi parle de primaires pour ces élections dans la perspective de la présidentielle à venir, parce que clairement ça va rester, ça va être un facteur, un indicateur en tout cas en vue de la présidentielle à venir. Vous en pensez quoi? Oui, ça rappelle un peu les élections municipales de 2009. Vous savez, ces élections municipales de 2009 ont sonné la charge contre Ablaye en direction de 2012. Parce que ce qui s'était passé, les Nias, le regretté Ousmane Tanor Dieng, les Macky Sall, donc c'était coalisé. Et là, en termes du nombre de mairies remportées, le parti au pouvoir PDS et ses alliés avaient remporté le plus grand nombre de mairies. Mais les grandes villes étaient remportées par les opposants, que ce soit Dakar avec Khalifa à l'époque, Bamba Dièye à Saint-Louis, tous ces gens-là. Et ça, dans l'imaginaire populaire, quand vous gagnez ces grandes villes-là, c'est comme si vous avez remporté le... C'est des villes témoins en quelque sorte. Et ça peut donc ragaillardir un peu cette opposition en direction de 2024, parce qu'en 2022, on sera à 2 ans de ce scrutin présidentiel. Mais il y a quand même, dans la même année, en juillet 2022, des élections qui sont cruciales. C'est les élections législatives où, là aussi, compte tenu de ce qui s'est passé en 2017, où l'opposition en rang dispersé avait perdu la majorité, je pense que c'est ce qui motive même cette envie de l'opposition de se coaliser pour ces élections locales-là. Parce que, bon, comme vous le rappelez, c'est une sorte de référendum contre le pouvoir en place pour le bouter hors du pouvoir en 2024. Alors pour en revenir un tout petit peu, disons, au montage au sein des coalitions, on voit que de l'autre côté de l'opposition, il y a quelqu'un qui semble être en tout cas au-dessus de l'eau. Ousmane Sonko, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lui qui avait quand même bousculé un tout petit peu la hiérarchie lors de la présidentielle, qui est là en pole position et qui voudrait véritablement se positionner davantage dans la perspective de la présidence. Mais en face aussi, il y a quelques mastodontes qui sont là, qui semble aussi contester, disons, cette autorité, puisque Ousmane Sonko peut-être n'a pas le même cursus que ces derniers, et cela semble en tout cas poser problème pour en tout cas contester la suprématie. Alors, vous en pensez quoi exactement? Mais ça va se jouer à la stratégie de chaque parti, la stratégie d'implantation, parce que les gens qui contestent à Ousmane Sonko un peu son leadership, s'ils sont capables de faire mieux en termes d'implantation, parce que c'est les électeurs qui vont décider. Clairement. Donc clairement, ce qui va sortir des élections municipales à venir et départementales peuvent déterminer le leadership au sein de l'opposition et même au sein de la majorité, parce qu'en 2024 aussi, au sein de la majorité, il y a des enjeux. Donc avec le second mandat de Macky Sall, la perspective de la succession en 2024, tout ça se joue. Donc les gens qui peut-être ont l'ambition de le remplacer au sein de la coalition Benno voudront s'affirmer dès 2022 lors de ces élections municipales à venir et élections départementales et lors des élections législatives aussi. Tout ça, on peut donc voir que ce soit au sein de l'opposition avec Ousmane Sonko que vous cité tout à l'heure, au sein de la majorité, les enjeux sont énormes. Et clairement, dans la coalition, en tout cas du parti au pouvoir, on voit déjà qu'au sein même de l'APR, qu'il y a des dissensions ou alors des ambitions de part et d'autre. L'exemple que je peux donner, par exemple, que je semble plutôt maîtriser le mieux, c'est au niveau de la Médina, où il y a aussi Sherpa, qui certainement n'a pas encore officialisé sa candidature, mais c'est tout comme Seydou Gueye. Ce sont les deux figures qui incarnent un tout petit peu, disons, le parti au pouvoir au niveau de la commune. Comment, à votre avis, le président Macky Sall devrait-il gérer cette situation pour ne pas frustrer les uns ou alors pour ne pas avoir de problème? Mais la meilleure gestion, c'était ce que vous rappeliez tout à l'heure des primaires. Parce que moi je pense que c'est même refiler la patate chaude à ces leaders de coalition. Et ces leaders de coalition aussi devaient laisser les jeux démocratiques se faire à la base. Parce que la meilleure stratégie, c'est de laisser les électeurs décider. Parce qu'entre Sherpa, que vous citez, et Seydou Gueye, si on laisse les APR de la Médina, les APR de la Médina décider entre les deux, c'est le meilleur choix. Mais si le président Macky Sall se dit qu'entre les deux, peut-être Sherpa est le maire ou Seydou Gueye est le maire, alors que ce n'est pas le cas, donc c'est ça qui peut mener à la défaite du parti. Peut-être qu'il a aussi à sa disposition des informations. Oui, mais les informations, c'est bien. Mais vous savez, l'électorat souvent est changeant. Et parlant de ces deux-là, on sait ce qui s'est passé en 2014. Il ne s'était pas entendu, ce qui a fait
que Bamba a été élu facilement. Et il faut aussi Bamba qui est quand même une belle politique aussi. Bamba même, qui était annoncé au niveau de Yéhou, a décidé d'aller sur sa propre liste parce qu'il pense qu'il a un bilan qui peut le faire réélire à la Médina. Voilà. Je rappelle que nous recevons M. Mamadou Thior, qui est notre confrère journaliste analyste politique et qui revenait, disons, sur les locales à venir, prévues donc en 2022 avec les coalitions et aussi les démarches qui sont faites pour en tout cas monter, disons, les listes en vue de ces locales. Alors, pour terminer, nous allons aussi parler du CORED que vous dirigez. Alors nous en sommes où actuellement? Oui, nous en sommes dans le cadre du processus de délivrance de la nouvelle carte nationale de presse. Nous délivrons ce qu'on appelle le quitus du CORED depuis plusieurs mois d'ailleurs. Mais là, c'est l'occasion aux conseillers et aux confrères de lancer un appel parce que le rythme est très lent. Et là, cette carte-là, elle est fondamentale pour identifier les gens qui est journaliste, qui est technicien des médias et qui ne l'est pas. Et vous savez aussi, c'est une carte qui donne beaucoup de facilité. Quand vous devez voyager, les billets d'avion, on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait une réduction de 30% sur le billet. Les visas, l'obtention des visas, quand vous avez votre carte nationale de presse, ça vous est facilité. Même il y a certaines ambassades qui nous ont approchés dans le cadre de ce truc-là pour demander est-ce qu'ils doivent commencer à appliquer ces cartes-là. Parce qu'à un certain moment, quand vous êtes journaliste, si vous devez voyager, donc on va vous exiger votre carte. Mais là, vous n'avez pas fixé de deadline? On n'a pas encore fixé de deadline, mais comme le rythme est lent, certainement on sera obligé de le faire pour obliger les gens parce que en bon sénégalais, les gens attendent que toujours les matins alors qu'on a commencé depuis le mois de mars, mais là le rythme est très lent. Ça se fait à la maison de la presse, c'est ça? C'est à la maison de la presse la première étape au niveau du CORED pour avoir le quitus, et puis la deuxième étape, les autres documents. Je le rappelle, pour le quitus du CORED, il faut un des 3 documents. Si vous êtes diplômé, on exige une photocopie de votre diplôme de journaliste ou de technicien des médias, ou bien une attestation de travail de votre employeur, ou bien une carte professionnelle en cours de validité, un des 3 documents, plus une somme forfaitaire de 2000 francs pour les frais. Et puis si vous l'avez, ce quitus-là, vous devez vous munir d'un casier judiciaire de moins de 3 mois, d'une demande manuscrite ou imprimée adressée au président de la commission, de ce qu'on appelle l'engagement, parce que l'engagement, c'est un formulaire où on s'engage. Une sorte de serment. Voilà. Ouais, et cet engagement-là, ça lie le journaliste, parce que c'est un métier où on peut être appelé à quitter un jour. Donc cet engagement-là, si vous êtes plus journaliste au cours de votre carrière, vous nous rendez la carte, parce que c'est ça un peu cet engagement-là. Voilà. Vous le signez, c'est libellé comme ça. Il y a aussi le diplôme qu'il faut légaliser, si vous êtes diplômé. Si vous n'êtes pas diplômé, soit, comme on a dit, l'autre porte pour être journaliste, vous êtes titulaire de la licence et vous avez justifié de 2 ans de stage au niveau d'une rédaction. Vous passez ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Donc ça, c'est une sorte d'entretien oral que vous faites, le candidat ou la candidate. Et puis si vous réussissez, vous aurez votre carte. Il y a 3 photos plus 10 000 francs. Et ça, c'est à déposer, tous ces documents-là, en compagnie du quitus, au niveau de la commission qui est logée au ministère de la Communication et de la Culture, au rond-point de ONU, vers Koloban. Alors, juste une dernière question par rapport aux avis que vous sortez très souvent. Nous le savons, vous n'avez pas une force de coercition. Ah si, maintenant on en a. C'est le cas. On en a. Allez-y. Parce que la grande nouveauté, c'est que, vous savez, le Code de la presse a instauré ce qu'on appelle maintenant, à la place de l'aide à la presse, le Fonds d'appui et de développement de la presse. C'est un fonds qui vient remplacer cette traditionnelle aide qu'on donnait aux journalistes tous les ans. Et qui crée beaucoup de problèmes d'ailleurs. Mais les problèmes sont derrière nous. Parce que maintenant, avec le fonds, c'est un comité de gestion qui a été mis en place. Un comité collégial où les acteurs sont représentés. Le comité d'ailleurs vient de finir son travail. Ils ont fait le dispatching. Et figurez-vous qu'en faisant le dispatching, ils demandent maintenant au CORED de leur envoyer la liste des organes sanctionnés. Donc si vous êtes sanctionné, si vous êtes coupable d'un avertissement, on vous retire 10 points. Un pourcentage. Si c'est un blâme, c'est 20 points. Donc si par exemple on dit pour accéder au fonds, il vous faut 50 points, imaginez que si on vous enlève les 10 points ou les 20 points, ça veut dire que
éventuellement, vous pouvez perdre l'accès même à ce financement-là du fonds. Donc, ce qui fait que ça c'est une coercition. C'est un très bon moyen. Oui, c'est un changement qui a été opéré récemment pour donc donner plus d'importance au CORED parce que c'est un travail que les gens sont en train d'abattre. Le travail du tribunal où vraiment nos anciennes et nos anciens font un travail formidable pour un peu remettre de l'ordre dans le secteur. Ce n'est pas pour jeter la pierre aux conseils et aux confrères, c'est juste pour ramener les gens à la raison, parce que dans le cadre du travail, il arrive que les gens commettent des erreurs, et quand vous leur parlez, ils comprennent. Mais il y a quelques brebis galeuses contre lesquelles il faut sévir. Voilà, forcément. Donc, merci, M. Mamadou Thior. Je rappelle que vous êtes notre invité dans Soir d'Info. Je rappelle en même temps que vous êtes journaliste, analyste politique, membre du CORED. Cher président du CORED. Président du CORED, je veux dire. Voilà, justement, c'est bien cela. Alors, merci à vous. Merci en tout cas aux téléspectateurs de la télévision Futur Média. Les programmes se poursuivent. Je vous retrouve demain à la même heure dans Soir d'Info. Ciao.